Je rappelle le cadre dans lequel se place l'exposé d'aujourd'hui. J'ai divisé ma réflexion sur le temps fictif en deux parties qui correspondent aux deux sections de mon analyse du temps historique. J'ai considéré hier la structure temporelle du récit de fiction et par conséquent le temps apparaissait comme une dimension interne au discours lui-même. C'est un discours qui déploie un temps. Et je m'étais demandé quelle sorte de temps, et je m'étais donc confronté avec la conception d'un temps tout à fait linéaire dans le formalisme de Propp, et puis un temps déchronologisé à l'extrême chez Greimas, puis un temps dédoublé, et je l'avais fait trop brièvement, je le regrette, dans les analyses de Genette sur la base de la distinction entre énonciation et énoncé, qui est devenu un thème extrêmement important de la sémiotique. Aujourd'hui, je voudrais considérer le second versant de ce problème, à savoir le pouvoir révélant et transformant du récit de fiction à l'égard du temps de l'expérience vive, du temps de l'action et de l'agir et du pâtir. Je ne conduirai pas cette analyse jusqu'à son terme ce matin, voulant réserver pour la conférence publique le dernier stade de ce retour au vécu par le grand détour de la fiction. Je me placerai aujourd'hui à un stade intermédiaire entre le moment de la fiction, le moment d'irréalisation de la fiction et l'impact sur la vie et sur l'expérience. Ce stade intermédiaire sur le trajet de la refiguration, je l'ai appelé l'expérience fictive du temps. En effet, l'analyse structurale n'épuise pas la fiction, les ressources de la fiction, dans la mesure où elle se tient dans l'immanence du texte. Et à juste titre, c'est une décision de méthode et toute l'analyse structurale est cohérente avec cette décision de méthode. Et dans le débat entre structuralisme et herméneutique se joue précisément la signification de cette suspension du rapport avec le domaine extralinguistique, extratextuel. Et il y a justement une structure de transition. Et cette structure de transition que je voudrais examiner, c'est la capacité d'un texte en général et d'un texte narratif en particulier de projeter devant lui, si l'on peut dire métaphoriquement, un monde. Un monde qui est certes un monde fictif, mais qui est un monde, et qui est donc offert à l'appropriation critique par un lecteur. On pourrait dire qu'un texte est comme une fenêtre sur un monde. J'emploie cette métaphore de la fenêtre que
j'emprunte à Eugen Fink dans ses analyses du Bild, lorsqu'il parle d'une fenestrité, enfin d'une fonction de fenêtre, à laquelle je pensais en vous regardant certains tableaux de la Renaissance italienne, lorsqu'il y a un portrait, et surtout dans l'art de Léonard, cette ouverture sur un paysage, sur un horizon. Et même très souvent, à l'intérieur du tableau, il y a encore une fenêtre dans le tableau, comme si le tableau, qui est une fenêtre, répétait, on peut dire, la fenêtre à l'intérieur du cadre du tableau. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que vous appelez en italien quadro la peinture elle-même, car on peut dire qu'elle cadre une ouverture. C'est à la fois une ouverture étroite sur un monde infini. Et cela a été un des problèmes de la peinture, de donner cette relation de fermeture du cadre et d'ouverture sur un monde. Ce que je voudrais donc examiner aujourd'hui, c'est comment les structures internes du récit et les structures temporelles internes du récit déploient l'expérience virtuelle d'un être au monde, si nous adoptons d'une façon neutre l'expression de Heidegger. Je tiendrai donc le texte comme une proposition de monde, qui a donc ses caractères temporels, non pas en tant que composition, mais en tant que le monde qu'elle projette a des aspects temporels. Alors j'ai dit que c'était seulement une transition vers le problème complet de la refiguration, car ce qui manque à l'analyse que nous ferons aujourd'hui, c'est la médiation de la lecture. C'est dans l'acte de lecture que se fait une transaction entre ce monde virtuel projeté par l'œuvre et le monde effectif de l'action et de la passion. En ce sens, c'est le lecteur qui conduit le texte jusqu'à son terme, à savoir son retour effectif au monde de la vie. Alors seulement, on pourra parler de refiguration. Néanmoins, l'expérience fictive dont je vais parler maintenant est sur ce trajet, dans la mesure où le monde du texte constitue ce qu'on pourrait appeler une transcendance dans l'immanence. Et c'est cette transcendance dans l'immanence qui me paraît être l'objet d'une réflexion herméneutique couplée à l'analyse structurale que j'ai proposée hier. Vous voyez que je ne suis pas dans une relation d'exclusion, une relation polémique à l'égard du structuralisme, mais la réflexion sur les conditions de possibilité de son exercice m'amène à montrer dans l'analyse structurale une sorte de coupe abstraite dans un procès, ce que j'avais appelé à un autre moment un arc herméneutique qui va de l'expérience, passe par le texte et retourne à l'expérience. Le structuralisme intercepte en quelque sorte un segment de cet arc herméneutique pour élaborer sur la base de modèles linguistiques une analyse immanente du texte qui devient un monde pour lui-même. C'est donc ce premier seuil franchi par le texte hors de lui-même
que nous allons déployer. Alors, je me suis appuyé dans cette investigation sur un certain nombre de fictions qui, parmi toutes les autres, ont cette propriété remarquable d'être des fictions sur le temps. Je me sers ici d'une distinction qui a été proposée par un critique de langue anglaise, lui-même influencé par les formalistes russes, Mendilov, dans un livre qui s'appelle Time and Narrative, où il distingue entre ce qu'il appelle les tales of time et les tales about time. Je dirais les fables du temps et les fables sur le temps. D'après ce que nous avons dit hier, toutes les fictions sont des fables du temps, puisque tous les récits demandent du temps, prennent du temps. Mais toutes ne sont pas au sujet du temps. Je veux dire que toutes ne thématisent pas l'expérience même du temps, ne font pas du temps lui-même l'enjeu de leur description. Dans mon propre travail inédit, j'ai développé 3 exemples. Un roman de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, et aussi couplé avec To the Lighthouse. Le roman de Thomas Mann, Der Zauberberg, La montagne magique, et le roman de Proust, À la recherche du temps perdu. Dans ces 3 romans, il est question de se débattre avec le temps. Et tous les personnages, d'une certaine façon, se débattent avec leur monde comme étant un monde pour lequel le temps fait question et se comporter par rapport au temps fait question. Chacun explore des modalités inédites de concordance discordante, non plus seulement dans la composition narrative, mais au niveau de l'expérience vive des personnages. Je m'arrête ici, pas sur ce paradoxe de parler d'expérience fictive. Et je crois qu'il faut assumer ce paradoxe. C'est une expérience dans la fiction. Et nous-mêmes, lecteurs, nous faisons une expérience de pensée dans la fiction. Je parlerai donc à ce propos de variation imaginative, un peu au sens où Husserl prend ce thème lorsqu'il dit que nous mettons à l'épreuve la consistance d'une essence en essayant les variations imaginatives de façon à faire apparaître un invariant. Et je dirai tout à l'heure de quoi ces variations imaginatives sont, quel est l'invariant de ces variations imaginatives dans la deuxième partie de mon exposé. Et pour l'instant, je me tiendrai à leur dispersion. C'est en effet le propre de la fiction de pouvoir explorer les aspects non linéaires du temps, les niveaux hiérarchiques de tension ou de dispersion du temps et les significations diverses de l'éternité dans son rapport avec ces niveaux hiérarchiques. Alors, je prendrai ici le troisième des exemples que j'ai examiné, celui de Proust, qui est peut-être plus connu, je ne sais, dans la mesure où
le terme même de temps perdu et de temps retrouvé fait question. Qu'est-ce qui est temps perdu et qu'est-ce qui est temps retrouvé? Je commencerai par rappeler le statut littéraire de la recherche du temps perdu. Et je suis tout à fait d'accord avec la critique contemporaine qui a cessé de chercher dans ce roman une autobiographie déguisée. Il ne s'agit pas du tout de Marcel Proust, mais il s'agit d'un héros qui est en même temps le narrateur et qui a une certaine homonymie avec l'auteur, qui s'appelle Marcel, mais qui ne s'appelle pas Proust. Et nous devons donc nous tenir dans la clôture du texte et ignorer Marcel Proust et ne connaître que le héros narrateur, qui est donc un personnage fictif qui dit « je ». En ce sens, ce n'est pas une autobiographie déguisée, mais une pseudo-autobiographie ou une autobiographie fictive. Nous sommes donc bien dans une fiction. Nous sommes dans une fiction d'un personnage qui fait l'expérience d'un temps dont il cherche le sens, dont le sens est en suspens jusqu'à la révélation finale du temps retrouvé, la grande scène dans la bibliothèque du prince de Guermantes. Il faut ça vous rappeler, n'est-ce pas, que Proust a publié en 1913 la première partie de son œuvre du côté de chez Swann, et un lecteur de 1913 ne pouvait à aucun moment imaginer, n'est-ce pas, la résolution du problème. Et malheureusement, cette résolution qui a été écrite en même temps, nous le savons par la correspondance de Proust, il savait parfaitement comment les choses se terminaient, quel était l'épisode décisif qui donnait un sens rétrospectif à toute la recherche, mais Proust, pour des raisons que nous allons dire, n'a cessé d'accumuler des intermédiaires et par conséquent de donner une longueur à cette errance de façon à rendre plus éclatant la résolution dans le temps retrouvé, qui a donc été publié comme une œuvre posthume. Mais nous avons en tout cas la certitude que le temps retrouvé est intégralement l'œuvre de Proust et la conclusion de l'œuvre de Proust. Alors, l'ouvrage se présente comme un cas de ce qu'on a appelé un roman d'apprentissage, un Bildungsroman, en première personne, dont l'enjeu est de savoir comment Marcel devient écrivain, de la même manière que dans les Confessions d'Augustin, comment Augustin devient chrétien. C'est donc l'histoire d'une vocation. Ceci est affirmé d'ailleurs dans le temps retrouvé. Mais tant que cette vocation n'est pas reconnue, n'est pas reconnue, découverte, le temps qui précède est un temps d'errance, mais qui n'est même pas compris comme temps perdu, car l'essentiel, je pense, de l'expérience fictive de Proust, c'est que le temps perdu est reconnu comme perdu à partir du temps retrouvé. C'est une lecture du temps perdu à partir du temps retrouvé. Et c'est pourquoi, dans tout ce qui précède, et d'abord dans le premier volume du côté de chez Swann, nous n'avons que les signes avant-coureurs, non compris par le héros, mais compris par le narrateur. Ici, je suis
très redevable aux analyses de Robert Jauss dans son livre Zeit und Erinnerung in der Recherche, où il a montré la dialectique du narrateur et du héros, que l'on peut tout à fait mettre dans le rapport que j'ai analysé hier entre l'énonciation et l'énoncé. Le narrateur, lui, sait parfaitement où vont ses expériences, mais le héros ne les comprend pas. C'est le cas du fameux épisode de la Madeleine, que je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers du tout avec cette œuvre. Il y a des moments tout à fait extraordinaires de révélation non comprises dans les premières parties de l'ouvrage et qui vont disparaître après cela dans les 2000 pages qui suivent. Il y a 3000 pages à la recherche du temps perdu. C'est à un moment donné, l'auteur, n'est-ce pas, trempant dans une tasse de thé un petit biscuit, une madeleine, a l'impression d'une béatitude et il n'est pas capable de donner le sens de la profondeur, de l'intensité fulgurante de cette expérience. Et ce n'est que après coup qu'il découvre la superposition, la coïncidence entre le moment décrit et puis un événement semblable du passé qui avait été, n'est-ce pas, un thé chez sa tante Léonie. Et donc c'est la mémoire involontaire, cette espèce de surgissement d'un passé recouvert par un présent, cette espèce de coïncidence d'un moment passé-présent, qui est donc une préfiguration d'une expérience d'éternité, mais qui ne peut pas être reconnue comme telle sur le moment. C'est pourquoi parmi les critiques, les uns disent « oublions donc la Madeleine, c'est pas ça qui est intéressant, c'est toute la longue quête qui suit », et ceux qui font au contraire de cette expérience l'expérience centrale. Et je pense qu'à cet égard, le livre de Gilles Deleuze sur Proust est tout à fait juste sur ce point. On peut dire à la fois que c'est une expérience vaine, puisqu'elle n'est pas comprise, mais que, comme signe prémonitoire, elle contient en quelque sorte la clé du secret, mais c'est un secret qui n'est pas reconnu. C'est bien pourquoi le lecteur, qui ignore en 1913 la conclusion de l'œuvre, le temps retrouvé, va être égaré sur de fausses pistes, comme si toute la pensée toute l'expérience de pensée se bornait à une sorte d'apologie de la mémoire involontaire, alors que ce sera seulement la capacité de créer une œuvre d'art qui donnera un sens à cette mémoire involontaire. Et pourtant, le narrateur a placé très soigneusement des signes qui peuvent passer inaperçus parce qu'ils sont même dans une parenthèse dans le texte. Je lis d'ailleurs cette parenthèse dans le volume de la Pléiade 1,47. « Quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. » D'ailleurs, on voit que ce n'est pas le héros qui parle ici, le narrateur, car ce n'est pas le narrateur que ce n'est pas le héros qui peut dire « je ne savais pas encore ». Et je devais remettre à plus tard. Ce plus tard est un plus tard de narrateur. De découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux. C'est bien pourquoi cela ne peut pas être le dernier mot, puisque le pourquoi, n'est-ce pas, est en suspens. Après ces moments fugitifs et impénétrable parce que fugitif, fugitif parce que impénétrable, toute la
longue quête de la recherche est une longue histoire de désillusion. Gilles Deleuze a très bien caractérisé les 2000 pages qui précèdent la révélation finale en disant que c'est un apprentissage des signes. Et dans ce sens-là, le temps de la recherche, c'est un temps d'apprentissage. D'ailleurs, le mot apprentissage montre bien la parenté avec le Bildungsroman allemand, n'est-ce pas, venant, dont le modèle était le Wilhelm Meister Lehrjahre, ou le roman de Schiller, les brigands, et surtout les grands romans de culture, des romans d'apprentissage, qui vont culminer justement avec Thomas Mann, der Zauberberg ou Dr. Faustus. Quel signe? Apprentissage des signes de la mondanité, apprentissage des signes de l'amour et apprentissage des signes sensibles. Et sur ces trois lignes, c'est une expérience de la désillusion, du désenchantement. Jauss, n'est-ce pas, emploie le mot d'ailleurs de Max Weber, n'est-ce pas, de la modernité comme Entzauberung, comme désenchantement. C'est donc une histoire du désenchantement, mais qui n'est pas encore désignée comme temps perdu, puisqu'il n'est pas dans la perspective d'un temps reconnu. C'est pourquoi c'est un temps d'apprentissage des signes. Donc, qui est un long démenti à l'expérience des moments bienheureux, et comme si ces moments bienheureux étaient des moments eux-mêmes perdus. Ce n'est pas par hasard que, à l'intérieur de du côté de chez Swann, Proust a interpolé un récit à la troisième personne, qui est un amour de Swann, qui donc paraît interrompre l'autobiographie fictive, parce qu'il fournit à la troisième personne le paradigme même de la déception, de la désillusion, du désenchantement. Puisque nous avons là le paradigme de l'amour destructeur ravagé par la jalousie. On peut dire qu'un amour de Swann est à l'intérieur du côté de Swann un archétype. L'archétype, je dirais presque, d'une machine infernale où l'amour passe par tous les stades de l'attente, dans l'angoisse, de la morsure de la jalousie, de la tristesse du déclin et finalement de l'indifférence à la mort de l'amour. C'est donc le paradigme de l'amour destructeur, et nous pouvons déjà dire du temps destructeur. Et c'est bien là la signification de la longueur de l'œuvre. C'est indéfiniment que sera répété ce paradigme, et nous avons là un exemple, on peut dire, de répétition, mais en un sens négatif de la répétition. Ce n'est pas une répétition de récapitulation, c'est la répétition de l'insensé, et que je rapproche pour ma part du même exemple de répétition que nous avons dans la montagne magique, dans la première partie, où il y a cette fameuse Ewigkeitssuppe, la soupe éternelle. On remange tous les jours la même soupe, et d'ailleurs Thomas Mann emploie le mot Ewigkeit dans ce cas-là, avant de l'employer dans un autre sens, dans la fameuse expérience de la neige, n'est-ce pas, la vision magnifique de la neige, qui correspond tout à fait à celle du temps retrouvé chez Proust. Alors, le temps retrouvé, je me porte d'emblée à ce qui est essentiel pour notre analyse aujourd'hui, comment le temps retrouvé identifie le temps antérieur comme temps perdu, ce travail de rétroaction du temps retrouvé sur le temps perdu.
Ceux qui ont eu le courage de lire la recherche jusqu'au bout ont pu être frappés que le dernier volume, qui s'appelle donc Le temps retrouvé, commence lui-même par des longueurs. Mais c'est des longueurs qui ont cette fois une valeur initiatique, alors que les longueurs antérieures avaient une signification d'errance. Valeur initiatique au sens négatif et au sens positif. D'abord, au sens négatif, puisque nous avons toutes sortes d'épisodes. Le héros retourne à Combray, le Combray de son enfance, pour découvrir qu'il est totalement indifférent à sa propre enfance. Il y a donc une expérience de coupure, pas de rupture, qui fait que retrouver le temps ne sera jamais le revivre. C'est précisément l'impuissance de revivre qui est la condition de retrouver. Et puis nous avons tous les épisodes de Paris en guerre qui montrent la destruction du monde, au sens mondain du mot, des salons. Tout le monde est vieilli. Les héros principaux des salons, du salon Verdurin, sont morts. L'ami le plus proche, le marquis de Saint-Loup, mort et tué sur le front. Et puis il y a cette coupure qui n'est pas par hasard, cette coupure des années, comme il dit, que je passais dans une maison de santé. C'est un texte tout à fait bizarre, qui est dit en 2 lignes, n'est-ce pas? Et je passais... Attendez, bon, j'ai pas apporté cette citation, je croyais avoir apporté. Bien. Donc ces longues années dans une maison de repos qui introduit une sorte de coupure temporelle qui sépare le moment de la révélation de la longue errance. Cela correspondrait d'ailleurs chez saint Augustin, au livre 7 des Confessions, aux fausses pistes qui sont suivies du côté des écrits platoniciens, l'échec des extases platoniciennes avant la conversion, mais enfin, je ne veux pas développer cet aspect. Viennent alors des signes prémonitoires qui répètent l'expérience de la Madeleine, avec encore ces surgissements de bribes du passé recouvertes par une expérience semblable, donc une sorte d'évocation par le semblable. Les fameux pavés inégaux qui, en allant en voiture chez le prince de Guermantes, les chaos de la voiture lui font sentir une impression extraordinaire de bonheur, et il retrouve là derrière l'expérience qu'il avait faite de la visite à Venise au baptistère de Saint-Marc, et le pied butant, c'est pas sûr, des pavés inégaux. Il y a aussi ce tintement d'une cuillère sur une assiette qui lui donne... Et il appelle d'ailleurs, le narrateur parle d'avertissement. C'est un avertissement. Avertissement de quoi? Avertissement par le hasard, mais de ce qui va être la grande découverte. Et vient la grande scène, alors, qui fait passer du roman d'apprentissage au roman d'initiation. La découverte que c'est l'art qui sauve le temps. Donc que la Wiederholung, la répétition, la possibilité de la reprise, consiste dans l'art. Et donc là, une mystique esthétique. Et pour ma part, je ne tiens pas du tout ces 150 pages sur l'art, peut-être comme le fait trop Deleuze, à mon sens, à tort, Deleuze, comme une dissertation sur l'art
où il y aurait une sorte d'intervention de l'auteur à l'intérieur du récit, je pense que c'est le noyau de l'expérience fictive du temps, mais sous la forme d'une méditation philosophico-mystique dont le sens a été montré très récemment par Anne Henry dans Le tombeau égyptien. Et en effet, comme dans Saint-Augustin, cette espèce de conversion est elle-même un événement raconté. Ce n'est pas simplement une théorie d'auteur interpolée dans un roman, c'est le héros égal maintenant à son propre narrateur. Il y a une sorte d'égalisation entre le narrateur et le héros, c'est-à-dire que la pensée du narrateur est devenue l'expérience du héros. Alors, il est très important que cette vision salvatrice de l'art serait elle aussi fugitive, et tout aussi fugitive que l'expérience du moment bienheureux de la Madeleine, si elle n'était pas transformée en décision d'écrire, et par conséquent de sauver le fil, de reprendre le fil des moments bienheureux dans une œuvre d'art. Donc l'art apparaît à la fois non seulement comme un sentiment, une émotion, mais comme une œuvre à faire. Et c'est l'équation entre cette vision du temps suspendu et d'une tâche qui rouvre le temps comme un temps opératoire qui constitue le moment du temps retrouvé. Une vocation née d'une spéculation sur le temps. Ainsi, les signes prémonitoires sont sauvés. Rien n'aurait de sens si l'œuvre d'art ne l'est fixée dans l'écriture. C'est pourquoi, comme Jauss l'a bien montré, le mot éternité dans le temps retrouvé a deux significations. C'est l'extratemporel, je cite Proust qui parle de extratemporel, il y a donc une façon de sortir du temps, un peu comme chez Plotin ou chez les néoplatoniciens. Anne Henry, n'est-ce pas, a montré l'influence considérable des néoplatoniciens et de Schopenhauer et de Schelling et de Schopenhauer et ça explique l'auteur, ça n'explique pas le héros. Donc il faut bien reverser dans le roman ces pensées de philosophes. Alors, nous avons donc ce moment d'éternité qui est l'extratemporel, mais qui va relancer une temporalité nouvelle, celle de l'œuvre à faire, qui va donc enrôler la mémoire involontaire dans un travail d'écriture. À ce moment-là, l'extratemporel devient temps retrouvé, mais qu'est-ce qui est retrouvé? C'est le temps perdu. Le temps perdu n'est temps perdu comme tel que lorsque il est identifié comme temps à retrouver. Et comme temps, on peut dire retrouvé déjà en puissance. En ce sens, l'œuvre à faire coordonne l'extratemporel de la vision, en somme, béatifique, et le travail de retrouver l'œuvre. Et c'est bien pourquoi le roman ne se termine pas sur cette vision, mais il est mis à l'épreuve. Plus exactement, la vision centrale, la vision décisive est mise à l'épreuve. Et à l'épreuve de quoi? Essentiellement de la mort. Et la fin du livre, n'est-ce pas, montre le problème du rapport de l'éternité à la mort, qui est pour moi le cœur d'ailleurs du problème du temps. Ceux qui ont lu
comme je l'ai dit tout à l'heure, le courage d'aller jusque-là dans la lecture, peuvent se rappeler qu'après qu'il sort de la bibliothèque du duc de Guermantes, il entre dans le salon, et là, il voit tous ces visages comme déguisés en tête de mort. Il y a là une scène absolument fantastique de dîner de tête de mort, que Jauss décrit très bien comme une danse macabre. C'est la danse macabre, c'est-à-dire l'objection la plus décisive. À quelques lignes auparavant, le narrateur dit « Aussi, cette contemplation de l'essence des choses, j'étais maintenant décidé à m'attacher à elle, à la fixer, mais comment ? Par quel moyen ? Or, ce moyen qui me paraissait le seul, qu'était-ce autre chose que faire une œuvre d'art ?» Or, c'est ce que la danse macabre vient contester par l'épreuve le défilé le passage par la mort. Ce qu'il découvre ici, c'est la lutte entre les deux valeurs du temps, l'éternité de la puissance créatrice et le temps destructeur. Je lis ceci dans le temps retrouvé. Je découvrais cette action destructrice du temps, et à ce moment-là il met un grand T, au moment même où je voulais entreprendre de rendre clair, d'intellectualiser dans une œuvre d'art des réalités extratemporelles. C'est un aveu considérable. Le vieux mythe du temps destructeur serait-il plus fort que la vision du temps retrouvé par l'œuvre d'art? Oui, si l'on séparait la seconde signification du temps retrouvé de la en particulier sous la forme des géants, n'est-ce pas? Nous sommes des nains montés sur les épaules des géants, ce qui peut signifier deux choses, ou bien nous ne sommes que des nains par rapport aux géants, mais comme malgré tout nous voyons plus loin qu'eux, puisque nous sommes montés sur leurs épaules. Alors cette idée que le temps est cumulatif, n'est-ce pas, et qu'il est accumulé sous nous, c'est cela, cette expérience du temps traversé. Et ce temps traversé, du même coup, nous ne sommes pas le maître, parce que la capacité de le traverser tient à la qualité de l'expérience du temps retrouvé, qui reste une sorte de grâce qui nous est donnée ou refusée. Et c'est bien pourquoi le dernier mot de la recherche n'est pas une victoire sur le temps, mais cette incertitude, ce point d'interrogation, est-ce que le temps de l'œuvre est plus fort que le temps de la mort? Je cite tous ces conditionnels qui terminent. Moi, c'était autre chose que j'avais à écrire de plus long et pour plus d'une personne. Long à écrire. Le jour, tout au plus pourrais-je essayer de dormir. Si je travaillais, ce ne serait que la nuit, mais il me faudrait beaucoup de nuits, peut-être 100, peut-être 1000, et je vivrais dans l'anxiété de ne pas savoir si le maître de ma destinée, moins indulgent que le sultan Shériar, c'est une allusion au conte des 1001 nuits, où il faut continuer de raconter pour ne pas mourir, n'est-ce pas? Raconter ajourne la mort. Le matin, quand j'interromprai mon récit, voudrait bien surseoir à mon arrêt de mort et me permettrait de reprendre la suite le prochain soir. Donc il n'y a aucune maîtrise sur le temps et c'est bien pourquoi le dernier mot des 3000 pages, c'est la préposition dans le temps. Nous sommes dans le temps. En effet, tous les hommes et moi-même, nous sommes remis dans le temps. Place, certes, je cite, considérable à côté de celle si restreinte qu'il leur est réservée dans l'espace, mais néanmoins
place dans le temps. Vous voyez, ça se termine par l'Innerzeitlichkeit de Heidegger. Enfin, nous ne sommes pas le temps, nous ne produisons pas le temps, mais nous sommes dans le temps. Alors, de cette analyse, je voudrais tirer quelques conséquences philosophiques sur le rapport entre le temps de la fiction et le temps de l'histoire. Et je voudrais reprendre l'idée de variation imaginative que j'ai introduite tout à l'heure, mais sans la justifier. Lorsque j'ai dit que les fictions, et en particulier ces grandes fictions des fables sur le temps, des Tales about Time, étaient des variations imaginatives sur le thème de la concordance discordante. Eh bien, je voudrais maintenant, pour faire comprendre cette fonction découvrante, transformante de la fiction, la mettre en relation avec l'histoire d'une part et avec la phénoménologie du temps d'autre part, de façon à replacer toute notre analyse dans une sorte de grande conversation à trois entre l'historien, le critique littéraire et le phénoménologue. Si, en effet, on se tient simplement à un face-à-face entre l'histoire et la fiction, on n'aperçoit que leur divergence, mais pas encore leur complémentarité. En effet, ce que l'on retient des analyses que je viens de faire, dont je viens de donner un extrait, c'est le premier sentiment de l'affranchissement de la liberté du narrateur, son affranchissement à l'égard de ce qui constitue la dette de l'historien. Parce que j'avais pris cette notion de dette comme étant une des clés du travail de l'historien, de sa relation au temps. Et oui, nous n'avons rien de cette dette à l'égard de ce qui, une fois, fut réellement. Le romancier, aussi bien que le conteur, le dramaturge, ignore la preuve documentaire. Il n'a pas besoin de mettre en bas de page, les documents qu'il a cités, les archives qu'il a consultées. Donc nous avons l'impression d'une dissymétrie absolue. Dissymétrie entre les mondes imaginaires de la fiction et puis le monde réel du passé effectivement advenu. Eh bien, je voudrais corriger cette impression de dissymétrie de façon à préparer ce que j'essaierai de dire ce soir sur la complémentarité de l'histoire de la fiction dans la construction de la conscience de soi, qui sera mon thème ce soir. Et confronter la notion d'expérience fictive du temps avec ce que nous avons tenu pour caractéristique du temps historique, à savoir qu'il réinscrit le temps vécu dans le temps du monde. Et c'est bien cette réinscription que le conteur, le dramaturge, le romancier ignore. Et nous en avons d'ailleurs un signe très évident, c'est qu'il n'est pas possible de raccorder les uns aux autres tous les romans, tous les drames, toutes les tragédies, tous les contes dans un unique réseau d'espace et de temps, dans un unique réseau spatio-temporel, comme nous le faisons dans l'espace avec des cartes de géographie. On ne peut pas placer dans un système universel de dates tous les récits fictifs. Chaque expérience du temps, chaque expérience fictive du temps déploie son monde. Et chacun de ces mondes est singulier, incomparable, unique. En ce sens, on ne peut pas dire
du temps de la fiction ce que nous avions dit du temps historique, c'est que chaque segment de temps historique est un segment d'un unique temps, et que nous faut penser l'humanité comme ayant une seule histoire, développant un seul temps. Ici, nous n'avons rien de comparable à ce singulier collectif du temps historique. Les expériences fictives ne sont pas totalisables. Mais alors, est-ce le dernier mot? L'histoire et la fiction resteraient totalement hétérogènes l'une à l'autre si on ne montrait pas que l'histoire comme la fiction sont en débat avec les mêmes problèmes qui sont justement, à mon avis, les apories de la phénoménologie du temps. Et dans mon travail, ce que j'essaye de montrer, c'est ce caractère de référence commune, de médiation entre le temps de la fiction et le temps de l'histoire, ce rapport au troisième terme, dans cette conversation triangulaire, au temps phénoménologique. Ne pourrait-on pas dire que le romancier et l'historien, pour prendre le roman moderne seulement comme exemple de fiction, se débattent avec les mêmes apories? Et par conséquent, si c'était une hypothèse valable, nous pouvons dire que les variations imaginatives sont des variations sur la thématique du temps phénoménologique. Et donc pour le montrer, et je voudrais essayer de le montrer très sommairement, de façon schématique, il faudrait coupler ce que j'ai appelé la fable du temps avec la phénoménologie du temps. Et montrer dans la littérature un instrument irremplaçable pour explorer les figures innombrables de concordance, discordance qui font la cohésion et l'incohésion d'une vie. Et en effet, on pourrait dire que tous les romans, toutes les pièces de théâtre, etc., considérées du point de vue du temps, sont comme une sorte de laboratoire pour des expériences de pensée dans lesquelles nous sommes en débat avec justement tous les thèmes que la phénoménologie du temps a déployés. Quel est le rapport entre passé, présent, futur? Comment le temps peut-il être à la fois l'unité de ces trois extases et l'éclatement de ces trois extases? Comment faire une unité avec cette dispersion? Et je me suis employé à reprendre avec assez de détails chacune de ces figures de la concordance-discordance, non seulement chez Heidegger, mais chez Husserl et Heidegger, non seulement chez Augustin, mais chez Husserl et Heidegger. On pourrait montrer, et on doit pouvoir montrer avec beaucoup de précision, que chacune de ces fables sur le temps explore des manières diverses de rétention, protension, de liaison du passé inclus et du passé exclu. Et ce n'est pas par hasard, puisque nous avions vu que je ne peux comprendre le souvenir profond qu'en imaginant le comme-si présent de moments passés. Donc ce comme-si fait déjà partie de mon expérience et donc est un point d'appui pour l'imaginaire. De même, la capacité que nous avons de recouvrir, de faire se recouvrir dans une unique forme du temps le passé inclus, le passé exclu, le futur attendu. On pourrait dire que les différents romans sont des variations imaginatives sur un recouvrement que le phénoménologue suppose toujours réussi, alors qu'il est un problème à résoudre, qu'il est une énigme à affronter. C'est un peu le sphinx qui nous questionne, répond ou tu seras mangé.
Mais je dirais que peut-être le point le plus remarquable de la liaison entre la fiction et la phénoménologie concerne les hiérarchies de niveaux temporels décrits par Heidegger. Et c'est là que, pour moi, Heidegger prend un relief tout à fait extraordinaire. Bien entendu, toujours le Heidegger de Sein und Zeit. Je n'ai rien à dire sur le second Heidegger et son idée d'histoire de l'être. Je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je crois peut comprendre Sein und Zeit. Et pourquoi? Parce que il me semble que c'est là que la fiction a des ressources que l'histoire ne peut pas développer. L'histoire a une espèce de contrainte qui est justement la contrainte de la chronologie et qui force du même coup à aplatir notre expérience du temps sur un seul niveau, qui est le niveau d'ailleurs que Heidegger appelle Geschichtlichkeit, mais qui est justement un niveau de passage entre la temporalité profonde de l'être pour la mort et puis la temporalité perdue, dispersée de l'Innerzeitlichkeit, qu'il appelle d'ailleurs très souvent Weltgeschehen, qui est en même temps devenir du monde. Et c'est pourquoi le mieux que puisse faire l'historien, ce n'est pas tellement de hiérarchiser des durées qualitativement différentes que d'emboîter des durées homogènes. Et alors on a la problématique qui est finalement philosophiquement banale de la durée courte, de la durée longue, c'est-à-dire nous avons des durées emboîtées, ou pour employer un mot qui vient de la critique de la narratologie, des durées enchâssées. Nous n'avons que des problèmes d'enchâssement, alors que la fiction peut explorer des différences qualitatives de tension et d'intégration. Et c'est là que la notion de Wiederholung, n'est-ce pas, de reprise, de répétition, prend tout son sens précisément par opposé à celle d'enchâssement qui est purement linéaire, quantitative, mais aussi bien le recouvrement husserlien. Et moi je proposerais de dire à cet égard que la Wiederholung est toujours à faire, et que ce n'est pas une donnée que l'on peut décrire, ce n'est pas un donné, c'est une possibilité qui peut être réussie ou manquée. Qu'il s'agisse de la reprise d'un héritage reçu dans un projet, et nous voyons bien que, je dirais, par exemple au plan de l'expérience politique, nous avons des conflits très profonds entre le traditionnalisme et l'utopisme. Donc c'est jamais fait, c'est toujours à faire. La Wiederholung est plutôt je dirais, l'idéal type de sa propre réussite. Plus encore que la conciliation, la Versöhnung d'un héritage reçu, d'un projet, d'une initiative, il est beaucoup plus difficile de faire tenir ensemble le temps mortel de chacun, le temps public des sociétés et le temps cosmique de l'univers, ce temps qui nous ignore et qui ignore même notre ignorance. Alors dans l'herméneutique de la répétition culminent tous les types de concordances discordantes parcourus par la phénoménologie. Et c'est pourquoi cette herméneutique de la répétition peut servir de fil directeur pour s'orienter dans les expériences fictives qui ont pour enjeu précisément la résolution des conflits latents que recèlent les types de concordances discordantes accumulées par la phénoménologie du temps de Augustin à Husserl et Heidegger. Et vous avez vu comment on peut inclure dans cette exploration les expériences limites d'éternité qu'on peut tenir pour le point
extrême d'une temporalité tendue, concentrée. Bon, il y a une expérience d'éternité, comme nous l'avons vu chez Proust, lorsque à un présent, il ne manque rien, lorsqu'il ne lui manque pas ce qui a été et ce qui sera, lorsqu'il est content, lorsqu'on est le contentement. Alors de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a de multiples figures de l'éternité, et je ne penserai aucunement que l'éternité repos d'Augustin soit la seule forme d'éternité. Augustin a fait une certaine expérience d'éternité. Nietzsche fait une certaine expérience d'éternité. Les personnages de Mrs. Dalloway, en particulier celui qui se suicide, c'est pas le jeune, comment est-ce qu'il s'appelle, c'est un Smith, quelconque. Bon. Mais le personnage Hans Castorp dans Der Zauberberg passe par une série d'expériences d'éternité, les unes purement répétitives au sens de l'ennui, et les autres au sens d'un jaillissement de sens qui éclaire en quelque sorte toute une durée d'alentour. Le temps retrouvé aussi, et donc une expérience d'éternité. Alors, je voudrais pousser un degré plus loin cette idée que la fiction et l'histoire résolvent différemment les mêmes apories du temps, car il n'y a pas seulement les apories que la phénoménologie découvre, mais celles qu'elle suscite, et qui m'ont fait parler, en un sens nullement péjoratif, d'échec de la phénoménologie, où je mets échec entre guillemets, échec de la phénoménologie du temps à constituer l'autre du temps phénoménologique, qu'il s'agisse du temps du mouvement chez Aristote, du temps objectif chez Kant, du temps vulgaire, pas que Heidegger n'arrive pas à récupérer. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, et ce serait l'hypothèse la plus avancée que je propose ici, que une fonction, peut-être la fonction la plus profonde, la plus étonnante, la plus admirable de la fiction, c'est d'explorer cette faille, de soumettre à des variations imaginatives originales l'antagonisme même d'un temps vécu et d'un temps du monde. Et c'est bien là que la fiction propose des solutions alternatives opposées à la réinscription pure et simple du temps historique, la réinscription du temps vécu sur le temps du monde. Par la fiction, nous essayons, en quelque sorte, au sens profond du mot essai, n'est-ce pas, nous essayons des solutions qui font, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la fiction un laboratoire, un immense laboratoire pour des expériences de pensée appliquées à ce qu'il y a de plus incoordonnable dans notre expérience du temps. Vous voyez, moi je ne dirais jamais que la fiction se retire dans la conscience intime du temps. Au contraire, elle fait comme le temps historique, elle a affaire avec le temps du monde, mais elle essaie justement des manières de coordonner l'incoordonnable. Et de ce point de vue-là, le temps historique, du même coup, apparaît comme une seulement des façons de résoudre la discordance la plus profonde, celle qui se creuse entre nos perspectives majeures sur le temps. Je dirais, pour finir, que la fiction rouvre la plaie que l'histoire s'emploie à réparer. Elle joue sur le non-recouvrement, l'un par l'autre, des perspectives hétérogènes sur le temps. Et c'est ce faisant que on peut dire que la fiction découvre et invente. Elle découvre des liaisons profondes, mais parce qu'elle les crée.
Je pense qu'il y a un point de notre expérience où découvrir et inventer sont la même chose, où révéler, c'est transformer. Car réveiller des potentialités non employées, c'est changer notre perspective de vie. La puissance découvrante de l'imaginaire, en ce sens, est proportionnelle à sa puissance irréalisante. Plus l'imaginaire est éloigné du réel quotidien, plus il peut le transformer en profondeur. Mais c'est ce point que je voudrais montrer dans mon dernier exposé, comment fiction et histoire peuvent se compléter dans leur application à la vie, à la faveur de ce thème commun, celui des apories de la phénoménologie.